Ça me fait très plaisir de ne pas parler de la chimie de mon labo. Ça surprend un peu, non? Donc ce que je voudrais discuter aujourd'hui avec vous, c'est la notion de découverte accidentelle. Et ces découvertes accidentelles ont une importance exceptionnelle en science, ont eu une importance et continuent à avoir une grande importance. Et vous le savez sans doute, il y a un mot anglais très joli, serendipity, qui vient d'un conte persan du XVIe siècle et qui traduit exactement découverte accidentelle. Alors il faut savoir qu'il y a de nombreuses découvertes accidentelles qui ont contribué à ce que leurs auteurs obtiennent le prix Nobel, sans doute beaucoup plus que ce que les gens soupçonnent en moyenne. Je prends juste 3 exemples. Les éthers couronnes, c'est une famille de molécules cycliques, des anneaux, qui ont des propriétés formidables, qui ont été trouvées complètement par hasard dans une industrie américaine. Ça a fait un prix Nobel en 1987. Les fullérenes, donc il y a une molécule magnifique qui contient 60 atomes de carbone, et uniquement du carbone, et c'est comme un ballon de football, mais bien sûr au niveau nanométrique. Là encore, un énorme coup de chance. Et sans doute le plus choquant ou le plus remarquable, ça a été une grossière erreur de manip par l'un des chercheurs qui travaillait sur le projet, qui s'est trompé dans les quantités de produits à ajouter. Et ça a conduit au film organique conducteur de l'électricité, prix Nobel en l'an 2000. Voilà. Aujourd'hui, j'ai juste discuté un exemple qui est particulièrement important, puisqu'il a eu un impact formidable en médecine. Donc on va revenir à 1965, et il y avait un chercheur américain, Barnett Rosenberg, qui travaillait à l'université de Michigan, aux États-Unis, qui s'est posé une question bizarre. Il s'est demandé quel était l'effet d'un champ électrique sur la division cellulaire. Donc en avant, il démarre des manips très simples. Il prend une culture d'Escherichia coli, bien sûr, la base des études bactériennes, et il met ça dans une cellule d'électrolyse. Donc on a 2 électrodes, ça ressemble un petit peu à une pile ou une batterie, si vous voulez. On a 2 électrodes d'or, et l'or c'était le matériau utilisé à cette époque, ça l'est d'ailleurs encore, et il fait passer un courant. Surprise, les cellules arrêtent complètement de se diviser. Par contre, elles se mettent à pousser comme des folles et elles atteignent des tailles phénoménales. Il arrête le courant, les cellules retrouvent un comportement normal, elles continuent, disons, elles reprennent leur division, donc tout va bien. Maintenant, disons, je pense l'événement principal, c'est qu'il s'est posé la question de savoir pourquoi le courant électrique ou pourquoi un champ électrique avait une telle influence sur la division cellulaire. Ils ont travaillé à peu près 2-3 ans et ils se sont rendus compte que le courant n'avait rien à voir, le champ électrique n'avait rien à voir. Les électrodes de platine se dégradaient un petit peu, il y avait du platine qui se dissolvait, il obtenait au contact des cellules d'Escherichia coli une molécule qui contenait un atome de platine, et c'est le contact de cette molécule avec les bactéries qui inhibait complètement leur division. Donc, événement important. Ensuite, l'extension évidente, c'était de se poser la question de savoir si les cellules cancéreuses auraient le même comportement. Donc, ils se sont embarqués dans un projet avec des souris sur lesquelles avaient été greffées des cellules ou développées des tumeurs solides. Et là encore, effet spectaculaire, les cellules cancéreuses ne se reproduisent plus, les tumeurs solides régressent et après 6 mois après leur disparition, les souris sont en forme, les tumeurs ne réapparaissent pas. Ce fut un événement majeur qui a conduit à la chimiothérapie moderne. Donc, simplement, 6 ans après les travaux originaux de Rosenberg, le cisplatine,
c'est le nom de cette molécule, très simple, qui était déjà connue depuis bien longtemps, entre en développement clinique. En 1977 ou 1978, il entre en thérapie, il est utilisé aux États-Unis et un petit peu plus tard en Europe, 4 ou 5 ans après. Le cisplatine et ses nombreux dérivés, synthétisés par les chimistes, un petit coup de pub pour les chimistes quand même, a totalement modifié le pronostic de certains cancers. Donc l'exemple le plus représentatif, c'est celui du cancer testiculaire. Dans les années 70, le diagnostic était vraiment très très mauvais. Aujourd'hui, le cancer testiculaire a un taux de guérison supérieur à 90%. Merci le cisplatine. Ça va plus loin. Cette famille est également utilisée dans des cancers variés, avec souvent beaucoup de succès, vessie, ovaire, poumon, etc. Et tout cela après une idée farfelue, une manip farfelue, mais ensuite une analyse extrêmement soignée et intelligente des résultats. Je vous remercie.